Enquête. Christophe Andelatte. Je vous ai souvent dit qu'en général, les gens tuent soit pour l'argent, soit pour le sexe. Dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est un peu différent. Il s'agit de l'enquête sur l'assassinat en 2007 à Rovarandin, dans le Nord, d'Odile Touche, né Odile Paulet. Celui qui l'a tué avait des motivations assez mystérieuses. Mais, vous verrez, c'était quand même un sacré tordu qui espionnait sa victime dans la douche par un trou dans le plafond. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. À Rovarandin, dans le Nord, Odile élève sa fille de 6 ans, Léana, toute seule. Un divorce en cours, bon, c'est banal. Et comme elle travaille en horaire décalé, de 5h du matin à 13h, elle a trouvé un petit arrangement avec ses parents. C'est commode, ils habitent le même quartier, leurs maisons sont à 100 mètres l'une de l'autre. Coucou, c'est moi. Tous les soirs, Odile dépose Léana chez ses parents pour la nuit. Comme ça, le matin, elle peut aller travailler directement. Après le boulot à 13h, d'abord elle donne un coup de fil pour savoir si tout va bien. Ensuite, elle fait une petite sieste puisqu'elle s'est levée tôt. Et elle va récupérer Léana chez papa-maman. Elle lui fait faire ses devoirs. Elles dînent ensemble toutes les deux. Et puis, elle la ramène pour la nuit chez ses parents. Bon, ça n'est pas idéal comme situation, mais ça va. Ça roule. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais le vendredi 25 mai 2007, après le boulot, Odile n'appelle pas ses parents pour savoir si tout va bien. Ça ne lui est jamais arrivé. Alors les parents commencent à se faire du mauvais sang, forcément. Ils l'appellent sur son portable, puis sur son fixe. Ça sonne dans le vide. À 4h, Odile ne vient pas non plus chercher sa fille. Et là, pour le coup, les parents sont très inquiets. Alors ils vont chez elle. Ils frappent à la porte. Heureusement, ils ont un double de clé. Le père essaye d'introduire la clé dans la serrure. Oh, je comprends pas, il y a un truc qui bloque, comme si qu'il y avait les clés de l'autre côté. Et s'il y a les clés de l'autre côté, c'est qu'elle est chez elle. Pourquoi qu'elle répond pas? Le père tripatouille la clé un bon moment, et finalement la porte s'ouvre. Odile? Odile, t'es là? C'est papa et maman. Odile? Ils arrivent au niveau de sa chambre. Ouf! Elle est là dans son lit. Elle a l'air de dormir profondément sous sa couette. Odile! Réveille-toi, ce papa! Et là, le père aperçoit un léger filet de sang qui coule de sa bouche et une marque sur le cou. Il la touche. Elle est glacée. Odile est morte. Et quand les parents retirent la couette, ils voient que le corps est couvert de blessures et d'échymoses. Elle a été battue à mort. En attendant la police, pour passer ses nerfs, le père, tel un zombie, fait le tour de la maison. Il manque son sac à main. Il n'y a pas son portable non plus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il remarque aussi qu'il manque la voiture dehors, la Clio bleue d'Odile. Et comme ça, à chaud, les parents se disent « C'est un cambriolage. Le type a pété les plombs, il l'a tué. » C'est la brigade criminelle de Lille qui débarque, toute sirène hurlante. Ce qui fait que quelques minutes après, tout le quartier est au courant. Et d'entrée, les policiers de la crime écartent la piste du cambriolage. Il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de casse. Moi, je dirais plutôt qu'on a voulu faire croire à un cambriolage. Et ça se confirme quand les techniciens de la scientifique entrent en action. On n'a rien trouvé. On dirait que le gars a tout nettoyé avant de partir. C'est bien ce que je disais. C'est pas un cambriolage. Un cambriolage, ça se fait dans la précipitation. Surtout quand on tombe sur la propriétaire. Et puis un cambrioleur, ça laisse toujours des traces. Et maintenant,
Il faut annoncer la mort d'Odile à sa fille, à Léana. Aller expliquer à une môme de 6 ans que sa maman est morte sous les coups d'un fou furieux. Les grands-parents sont effondrés, ils en sont incapables. Et donc c'est le maire du village qui s'y colle. Il connaît Odile depuis tout petit. Il cherche les mots, il tente d'y mettre les formes, mais on ne trouve jamais les bons mots pour décrire une telle horreur. Léana passe toute la nuit à pleurer dans les bras de sa grand-mère. Quand elle saura, Comme toujours, quand les policiers n'ont pas de piste, ils commencent par une enquête de voisinage. Le quartier est typique du bassin minier du Nord, une enfilade de maisons mitoyennes en briques rouges. Les gens vivent collés les uns aux autres, alors peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Ah oui. On m'a dit ce qui s'était passé chez Odile Paulet. Mais moi, je suis désolé, j'ai rien vu, j'ai rien entendu non plus. Un espoir peut-être dans le supermarché d'à côté. Il est équipé de caméras dont certaines sont orientées vers la maison d'Odile. Bonjour monsieur. Police. Dites-moi, est-ce qu'on peut visionner les enregistrements de vos caméras, là, notamment celles qui sont orientées dans cette direction-là? Ah, les caméras. Ah, le problème, c'est qu'il n'y en a pas une qui marche. Ça fait un moment qu'elles sont toutes HS. Je suis vraiment désolé, messieurs. Il y a de quoi. Il reste le portable et la voiture qui ont disparu. Bon, faut faire une récuse auprès de l'opérateur. Faut savoir s'ils peuvent le localiser, ce portable. Mais la réponse est non. Le portable n'est pas localisable, il est éteint depuis le meurtre. Quant à la voiture, la Clio d'Odile, les policiers signalent sa disparition à tous les services de police de France et même de Belgique. On verra si quelqu'un se manifeste. Le lendemain de la découverte du corps d'Odile, a lieu l'autopsie à l'Institut médico-légal de Douai. Alors, on a là quelque chose d'assez inhabituel. Elle a été étranglée 2 fois, figurez-vous. Une fois à main nue et une deuxième fois avec une cordelette ou quelque chose de ce genre. D'accord, docteur. Autre chose? Elle a été violée. Très récemment, c'est-à-dire juste avant sa mort. Les traces de pénétration forcée sont absolument sans équivoque. Et donc on a du sperme, on a un ADN. Et non. Non, on peut imaginer que le violeur a mis un préservatif, je ne vois que cette explication. Ça c'est original. Violeur qui enfile une capote. À part ça, le légiste n'a identifié aucune trace de défense, comme si elle n'avait rien vu venir, ou alors comme si elle connaissait son agresseur. Quant à l'heure de la mort, il pense qu'elle a eu lieu dans la nuit, sans plus de précision. Dans cette enquête, les gars de la crime bénéficient d'un coup de pouce, sous la forme d'un témoignage déterminant. Une certaine Sabrina, qui dit être une amie d'Odile, et qui raconte aux policiers quelque chose de bien intéressant. Ben voilà. Il m'est arrivé un truc vraiment bizarre. L'ex-mari d'Odile, Olivier Touche, il vient de m'envoyer un SMS. Et je vous avoue que ça m'a un peu surprise. Et même pour vous dire, j'ai eu une bouffée d'angoisse. Pourquoi ça vous a surpris? D'abord parce que lui et moi, honnêtement, on se connaît à peine. Et ensuite parce que il m'a envoyé le message sur mon nouveau numéro de téléphone. Je viens d'en changer. Je vois pas comment il le connaissait. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans ce message? Manifestement, il savait qu'Odile était morte. Et il m'écrit qu'il était lui-même inquiet de pas avoir de ses nouvelles. Franchement, je vois pas pourquoi il me dit ça. À moi, quoi. Ah, ça peut ressembler au SMS de quelqu'un qui cherche à se couvrir. Et le nouveau numéro de téléphone de Sabrina, peut-être qu'il le connaît parce que il l'a trouvé sur le téléphone d'Odile, le fameux téléphone qui a disparu. Cet Olivier Touche, le mari d'Odile, les policiers le convoquent illico, le soir même de la découverte du corps de sa femme.
Il débarque dans les locaux de la brigade criminelle de Lille sur les coups de 22 heures. Un moustachu, un peu falot, cheveux courts, visage allongé, petites lunettes rondes, une tête de comptable. Et pardon pour les comptables. Sur le papier, il est toujours marié avec Odile, mais séparé depuis 2 ans. Ils sont en instance de divorce, comme on dit. Et quand il s'assoit en face d'eux, les policiers décident de tenter comme un électrochoc, juste pour voir sa réaction. Bien, monsieur. Alors avant tout, je vous informe que votre femme, Odile, a été assassinée. Assassinée ? Je savais qu'elle était morte, mais... Assassinée, je savais pas. C'est terrible. Oh, mon Dieu. Comment je vais faire, moi, maintenant ? C'est Odile qui m'aide financièrement depuis qu'on est séparés. Qu'est-ce que je vais devenir ? Ça alors ? On lui dit que sa femme, la mère de sa fille, a été assassinée et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Il aurait voulu attirer l'attention sur lui qu'il n'aurait pas mieux fait. Les policiers savent maintenant que le type a le cœur sec. Alors ils enchaînent. Alors, monsieur Touche, nous avons reçu le témoignage d'une certaine Sabrina. C'est une amie de votre femme, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle s'étonne que vous lui ayez envoyé un SMS sur son portable, sachant qu'elle vient de changer de numéro. Comment vous l'avez eu, ce numéro, monsieur ? Ah ben, ça c'est Odile, elle me l'a donné. En me disant qu'en cas de pépin, elle faisait partie des amis que je devais prévenir. D'accord. Que faisiez-vous dans la nuit du 24 au 25 mai, monsieur Touche ? Je me suis couché tôt. J'avais un mal de tête carabiné. Donc je me suis mis au lit, je regardais un peu la télé, et je me suis endormi. S'endormir dans son lit le soir, ça se tient. Ce type à la tête de comptable a l'air finalement réglo. Les policiers lui demandent alors de raconter en quelques mots son histoire avec Odile. On s'est rencontrés il y a 12 ans, je crois. Oui, c'est ça. 12 ans en boîte de nuit. On a dansé, on a bu, on est rentrés ensemble. Et après, on s'est plus quittés, quoi. Et donc, on s'est installé à Rovende. Il raconte qu'ils se sont mariés 5 ans plus tard et que la petite Léana est arrivée dans la foulée. Pour quelle raison, monsieur Touche, est-ce que vous vous êtes séparé avec votre femme et vous avez engagé une procédure de divorce ? Je me suis aperçu qu'elle allait sur Internet pour se trouver des amants. Ça a tout gâché. Avec les types qu'elle rencontrait sur Internet, ils s'échangeaient des photos. Des photos obscènes, quoi. Elle leur envoyait des photos d'elle à poil. Et eux, ils lui envoyaient aussi des photos à poil, quoi. Et je vais même vous dire, sur certaines photos, les types, des fois, ils se branlaient. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est séparés, quoi. La vie de couple, c'était plus possible. Et vous les avez rencontrés, ces hommes ? Non. Non, jamais. Mais si j'étais vous, je m'intéresserais à eux. Et voilà. L'audition d'Olivier Touche a duré 5 heures, et il rentre chez lui. Et les policiers se disent, on a fait fausse piste. Il a l'air sincère, ce type. Deux jours après le meurtre, les policiers lillois sont de retour sur la scène de crime, chez Odile. Ils fouillent la maison de fond en comble. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, c'est pas banal, ça, hein ? Une pile de DVD, dont les jaquettes sont des photos porno sur lesquelles on reconnaît le visage d'Odile. En fait, c'est un collage. C'est-à-dire qu'on a collé la tête d'Odile sur la jaquette de film porno. Mais qu'est-ce que c'est, ça ?
Et c'est pas tout. Sur l'ordinateur d'Odile, les policiers tombent sur un fichier photo. Ils cliquent dessus. Oh putain! Regarde-moi ça. Des photos d'Odile sous la douche, à poil donc. T'as vu? Elle regarde pas l'objectif. On a l'impression qu'elle sait pas qu'elle est photographiée. Tu peux regarder de quand elle date, ces photos? Ouais. Bah, elle date d'il y a 2 ans. Ouais, elle date d'il y a 2 ans. C'est-à-dire pile au moment où Odile s'est séparée de son mari. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Bon, on embarque tout ça, hein, et on file ça au labo pour analyse, hein. Et après, les policiers se lancent sur la piste de ces amants dont le mari leur a parlé. Alors ils commencent par aller voir les voisins, des hommes qui passaient chez Odile. Oh ben ça, on peut pas dire l'inverse, hein. Il y en avait. En même temps, elle était séparée d'Olivier, donc ça nous a pas trop surpris, hein, non plus. Vous en connaissez certains de ces hommes? Ah ben oui. Ben il y a Diego. Diego. Les policiers n'ont pas de mal à le trouver, il est du quartier. C'est un jeune gars, beaucoup plus jeune qu'Odile. Bien, monsieur. Est-ce que vous connaissez Odile Touche, née Odile Paulet? Et si oui, quel type de relation est-ce que vous aviez avec elle? Ah oui, je la connaissais. Mais quand vous dites quel type de relation, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, est-ce que vous couchiez avec elle? Odile? Non. Pas du tout, c'est juste une amie. Juste une bonne copine, quoi. Ça s'arrêtait là. Vous savez, faut pas croire tout ce qu'on peut raconter sur elle, hein, vous savez ça. Les gens dans le quartier, ils ont la langue bien pendue, vous savez, c'est des langues de pute. Hein. Ils aiment bien dire du mal. Mais Odile, c'était pas du tout une Marie Couche-toi-là. Mais alors, pas du tout. Ce Diego a l'air parfaitement bien dans ses baskets. Alors les policiers le croient. Cette histoire d'amant qui défile était peut-être un peu exagérée. Ah, ça y est. Les experts en informatique du labo viennent de rendre leur rapport. Alors sur l'historique des sites de rencontres qu'elle fréquentait, rien d'inquiétant. En revanche, sur le disque dur de son ordinateur, ils sont tombés sur son journal intime. Et là, il y a du lourd. Du lourd sur Olivier Touche, son mari à tête de comptable. Il apparaît comme un pervers manipulateur qui humiliait régulièrement sa femme. Dans ce journal, par exemple, Odile raconte qu'un jour elle prend sa douche et que l'autre coupe l'eau chaude net, juste pour l'entendre gueuler. Et elle dit qu'une autre fois, il a voulu la violer et qu'elle ne s'en est sortie que parce qu'elle a hurlé. Bref, cet Olivier Touche n'est pas exactement le monsieur un peu falot qu'ils ont vu l'autre jour. Du coup, les gars de la crime retournent voir les parents d'Odile et ils tombent sur le père. Bon, d'abord, monsieur, est-ce qu'il est vrai que votre fille avait, comme prétend son mari, de nombreux amants? Comment ça, de nombreux amants? Vous foutez de moi ou quoi? Elle était pas du tout comme ça, ma fille. C'est lui qui vous a dit ça. Oh, quel sale type, celui-là. Un flambeur, un kleptomane, il lui piquait sa carte bancaire dans son sac à main. Et la mère n'est pas tendre non plus avec Olivier Touche. Oh, mais c'était un mauvais gars, celui-là. Bourré de vices, incapable de mettre un sou de côté. L'argent lui brûlait les doigts. Et puis, accro au jeu avec ça, oui. Je vous dis, c'était pas une affaire, hein, ce garçon. Et c'est comme ça que les policiers apprennent qu'Olivier Touche est endetté jusqu'au cou, qu'il risque tous les jours une interdiction bancaire et qu'il a les huissiers aux fesses. Et que les beaux-parents, qui n'ont pas beaucoup de sous, hein, se sont saignés pour l'aider. Et que c'est pour ça qu'Odile a demandé le divorce. Et le coup fatal est porté par la sœur d'Odile, Florence. Il l'a traquée sans arrêt. Il lui laissait aucun répit. Il était complètement dingue. Je sais même qu'il la prenait en photo sous sa douche depuis le grenier, à travers la grille d'aération. Ça, les policiers s'en doutaient déjà, puisqu'ils sont tombés sur les photos dans l'ordinateur d'Odile. Bref, jusque-là, Olivier Touche avait une tête de comptable. Désormais, il a une tête de coupable. Vous avez vu, ça rime.
Ah oui, les vers me sortent par les pores de la peau, que voulez-vous? Mais à part ça, pour l'instant, les policiers n'ont pas de soupçons, pas la queue d'une preuve. Eh bien la voilà, la preuve. Les enquêteurs viennent de recevoir la fadette d'Olivier Touche, c'est-à-dire le relevé détaillé de son téléphone portable, et notamment les bornes que son téléphone a accrochées le jour du meurtre. Bon, maintenant on sait qu'Olivier Touche nous a menti. Vous savez où il était la nuit où sa femme a été assassinée? Il était dans son quartier. Pas du tout comme il nous l'a dit. Au fond de son lit avec un mal de tête épouvantable. Il était sur les lieux du crime à l'heure du crime. Les flics de la crime vont immédiatement le chercher chez lui. Et cette fois, ils le mettent en garde à vue. Je comprends pas ce que je fais là. J'aimerais bien qu'on m'explique, quoi. Ah, mais on va vous le dire, ce que vous faites là, monsieur. On a quelques petites précisions à vous demander. Sur la nuit du 24 au 25 mai. Mais bon sang, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas expliquer à chaque fois. J'étais au lit avec un mal de crâne. Très bien. Alors, il faut que vous fassiez attention à votre téléphone portable. Hein. Parce que lui, cette nuit-là, il est allé se promener du côté de chez votre femme. Il y était tout seul, monsieur Touche. Votre portable. Vous étiez avec lui. Et là, il se met à bredouiller, à bafouiller. Il a l'air très embarrassé. Manifestement, il n'avait pas prévu la question. Mais dans les 10 heures qui suivent, il ne lâche rien. Et puis d'un coup, pressé de questions, coincé, il avoue. Et il se met à raconter l'incroyable journée du crime. Je venais de recevoir un avis d'expulsion. Je n'avais pas payé mes loyers. Ça m'a foutu au fond de cette histoire. Je me rongeais les sangs, je n'arrivais pas à dormir. Alors, en pleine nuit, à 2 heures du matin, je me suis dit que j'allais en parler avec Odile. Et donc je suis parti, à pied, et j'ai marché jusqu'à chez elle. Continuez. J'avais besoin d'elle, je me sentais pas bien. On s'entendait bien, vous savez, on pouvait compter l'un sur l'autre. Alors je me suis dit qu'elle pourrait peut-être m'accueillir chez elle. Il jure qu'il n'avait rien d'autre en tête, et surtout pas l'idée de la tuer. Quand je suis arrivé, je suis rentré chez elle par une fenêtre qui donne sur le jardin. Je savais qu'elle était toujours ouverte. Mais là, je n'ai pas voulu arriver. Alors, en attendant qu'elle se lève, je l'ai attendue dans le grenier. Dans le grenier? Quelle drôle d'idée. Il dit ensuite qu'Odile se lève, qu'elle prépare son petit déjeuner, et que lui, toujours dans le grenier, il entend la machine qui crache son café. Qu'ensuite, elle va dans la salle de bain, et que lui, il la mate à travers la grille d'aération. Il la mate, c'est tout. Et puis elle s'en va. Je l'ai laissée aller travailler. Je voulais pas la mettre en retard, vous comprenez? Je préférais attendre son retour pour discuter. Mais quand elle est partie, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis resté dans le grenier. Toute la matinée à l'attendre. Et alors quand elle est rentrée du travail, vous êtes sorti de votre cachette ou pas? Non. Ah non, je suis descendu que quand elle est allée se coucher. Et là, quand elle m'a vu, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, faut que tu m'aides, Odile. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas faire plus, qu'elle n'était pas Crésus, que... Elle m'a dit un truc que je n'ai pas supporté. Elle m'a dit, tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Tu l'as bien cherché. Et ça m'a fait péter un câble. Surtout qu'elle a ajouté juste après, si ça continue, je ne te laisserai plus voir
ta fille. Et là, il dit qu'il lui a sauté dessus, qu'il l'a violée, et qu'ensuite il l'a étranglée. Mais je n'étais pas sûr qu'elle était morte. Alors pour être sûr, je l'ai étranglée avec une cordelette. Je suis allé la chercher au garage. Mais pourquoi vous l'avez violée? tout le monde lui passait dessus. Je vois pas pourquoi je me serais privé. Ce type est complètement cintré. Il vient de dérouler ses aveux, sans émotion, et manifestement sans remords. Aucun. Et il insiste, il n'avait rien prémédité. C'est un triste concours de circonstances. Il s'est laissé emporter par une colère noire. C'est tout. Sauf que les policiers de la crime ne le croient pas, à cause d'un détail qui signe la préméditation. Le préservatif. Il a mis un préservatif pour la violer, et donc il avait une capote sur lui. Donc, tout ça était prévu. Après 48 heures de garde à vue, Olivier Touche est mis en examen pour assassinat et pour viol. Et il est incarcéré à la maison d'arrêt d'Arras. Son procès devant la cour d'assises de Douai dans le Nord s'ouvre 2 ans après le crime, en mai 2009. Quand il apparaît dans le box, il a le crâne rasé, le teint blême, mais un sourire aux lèvres. Un sourire qui choque tout le monde. Et d'emblée, il charge sa femme. C'était une femme volage. Voilà ce que c'était. Elle me rendait fou. Il déblatère. Il salit la mémoire d'Odile. Au point qu'au bout d'un moment, le président sort de ses gonds. Enfin, monsieur Touche, vous n'en avez pas assez de salir la mémoire de cette jeune femme? Non, il n'en a pas assez. Et il se met à lire des passages du journal intime d'Odile, pour la salir encore. Au bout de 5 jours de procès, la cour d'assises rend son verdict. À la première question, Olivier Touche est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Odile Pollet? La cour et le jury ont répondu oui. À la deuxième question, Olivier Touche a-t-il agi avec préméditation? La cour et le jury ont répondu oui. Olivier Touche est donc condamné pour assassinat à 25 ans de réclusion criminelle. Il ne manifeste aucune émotion. Un cœur sec. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Pour débriefer cette histoire, voici Maître Emmanuel Rigler du barreau de Lille. Vous étiez, Maître Rigler, l'avocat des parents, de la sœur et de la petite fille d'Odile dans ce dossier. Peut-être pour commencer, un commentaire sur le quantum de la peine. Donc pour assassinat et viol, Olivier Touche encourait la perpétuité. 25 ans, est-ce que vos clients sont satisfaits? Écoutez, ils avaient besoin d'avoir la vérité, de connaître le réel déroulé, c'était l'essentiel pour eux, et d'être effectivement certain que justice passerait. Le quantum importait peu. Ils voulaient simplement être sûrs que la jeune fille qui se retrouvait orpheline de maman et avec un père en détention soit majeure à sa sortie de prison, pour être certain que c'était elle qui choisissent de reprendre ou pas des contacts un jour avec lui ou pas. Pour vous, la préméditation, qui est donc reconnue par les jurés, ne fait aucun doute. La préméditation, véritablement, ne posait aucun doute parce qu'il s'était équipé. Il avait pris des vivres, il avait pris des cordes, il avait pris des éléments avec lui dans le grenier qui lui permettaient de répondre à tous les scénarios possibles. Et donc, on se doute bien qu'il ne voulait pas effectivement juste l'attacher pour un jeu, mais au contraire lui donner la mort. Ça ne posait pas de difficulté, non. Et Léana, justement, donc le père tue sa mère, ce qui fait qu'elle devient dans la seconde orpheline. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette petite fille qui a grandi depuis? Oui, très régulièrement. Écoutez, elle a grandi avec une de ses cousines, puisque la victime avait une seule sœur qui s'est magnifiquement occupée d'elle.
et les filles qui avaient à peu près le même âge ont pu grandir ensemble, et donc elle s'est retrouvée avec une famille de substitution qui s'est battue, qui se bat. Il y a rien de définitif, rien d'acquis, mais en tous les cas, elle a été couverte d'amour. Voilà. J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il n'est pas exclu qu'elle revoie son père un jour. Non, la question ne se pose pas aujourd'hui, c'est très clair dans sa tête, mais en tout état de cause, il ne fallait pas que ce soit à quelqu'un d'autre qu'elle de choisir, et qu'elle ait la liberté effectivement d'apprécier. Aujourd'hui, sa politique est faite et sa position est ferme, mais c'est quelque chose dont on ne voulait pas la priver. Léana a été couverte d'attention, et on a fait en sorte que la famille a fait en sorte qu'elle puisse être une jeune femme équilibrée et avec conscience de tout ce vécu. Alors, j'avoue qu'on a un peu de mal à saisir le mobile de cet assassinat, et ça m'intéresserait bien d'entendre à quelle réponse est-ce que vous êtes arrivé vous-même. Il n'y a aucun mobile. Cet homme a tué et a prévu de tuer quelqu'un qui était la seule personne à lui venir encore en aide, qui le supportait encore, qui lui tendait la main, qui lui prêtait le peu d'argent qu'elle avait. Il n'y a absolument effectivement aucun autre mobile que l'égocentrisme, que l'égoïsme et de quelqu'un qui a vraiment effectivement tué son jouet, tué son ancien esclave, tué sa chose. Non, il n'y a véritablement aucune excuse au bénéfice de cet homme. Mais Maître Rigler, est-ce qu'on peut pas dire qu'il tue parce qu'il est assommé de dettes? C'est-à-dire que c'est un type au fond du trou, quoi. Oui, après, nous n'avons pas tous la même capacité à nager, et on peut se noyer effectivement dans un verre d'eau. Les dettes qu'il avait étaient tout à fait épongeables. La Banque de France aujourd'hui vient en aide à des millions de gens dans la même situation. Il n'y avait rien d'impossible. Il suffisait à cet homme de travailler, de reprendre le travail. Il avait obtenu une très forte indemnité de licenciement qu'il avait dépensée très vite. Et il suffisait qu'il se remette au boulot pour que tout s'éponge. Au contraire de cela, effectivement, il s'est enfermé dans des dédales dont il n'a jamais su effectivement sortir. Est-ce que quelque part, il n'est pas un peu jaloux de sa femme? Mais il est jaloux de tout, malheureusement. Il est jaloux de sa simplicité, il est jaloux de sa bonne volonté, il est jaloux de sa bonne humeur, il est jaloux de ses amitiés, il est jaloux de ses rencontres, il est jaloux absolument de tout, et sa jalousie lui fait même oublier qu'ils ont une fille en commun, et que cette femme lui lave encore son linge et lui donne encore de l'argent. Ah, parce qu'elle faisait tout ça encore? Encore, oui, encore et toujours. Oui, tout à fait. Ce sont des gens très simples que je défends, et qui sont remplis effectivement d'attention. Le grand-père s'occupe du Resto du Cœur, de la solidarité locale dans la commune. Il est conseiller municipal chargé des affaires sociales. Enfin, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main. Et d'ailleurs, le grand-père meurt en quelque sorte de chagrin. Il s'éteindra peu de temps après, effectivement. Il aura un grave accident de la route aussi peu de temps après qui le perturbera beaucoup, et tout cela est vraiment lié. Il se laisse aller, quoi. Et toute la famille est effectivement dans le deuil depuis maintenant fort longtemps, oui. Il faut quand même répondre à cette question. Avait-elle ou pas, Odile, beaucoup d'amants, comme lui le disait? Non, absolument pas. Ce sont effectivement ces fantasmes, ces fictions. Vous avez rappelé ces photomontages, ces jaquettes de vidéos, tout ça est propre dans son délire. Elle n'était inscrite sur aucun site, elle n'était répertoriée nulle part. Elle rencontrait effectivement des gens sur son travail, dans sa vie, des voisins aussi, mais qui ne finissaient pas dans son lit. Mmh. Elle n'avait pas d'amant en vérité. Mais même pas, elle avait plein d'autres choses à faire. Déjà un travail avec des horaires totalement décalés, une petite fille à élever, les dettes de son compagnon, son ex-compagnon à éponger. Enfin, sa vie ne laissait pas place à grand-chose d'autre que les réalités du quotidien. Alors parlons maintenant de la perversité de cet homme. Les DVD et les photos, qu'est-ce qu'ils font dans l'ordinateur d'Odile ? Ce sont effectivement des choses qui sont depuis longtemps dans l'ordinateur, à une époque où il était encore avec elle. Oui, c'est un ordinateur commun, quoi. C'était l'ordinateur de la maison, de la famille, qui était effectivement rangé. Et oui,
il faut effectivement chercher dans la psychologie de ce monsieur une réponse, parce que dans nos psychologies, on ne trouvera jamais rien qui puisse répondre à telles interrogations. Enfin, je ne comprends pas qu'il ne se calme pas quand il fait ses montages, ses découpages. Enfin, ça frise véritablement la folie par moment, oui. Mais est-ce qu'Odile, du coup, puisque ces photos étaient dans son ordinateur, est-ce qu'elle savait qu'il prenait ces photos ? Absolument pas. Depuis le grenier. Non, absolument pas. On a tous découvert effectivement les trous qui avaient été percés. D'ailleurs, il faudra des investigations poussées de la police technique et scientifique de la PJ, parce qu'effectivement, aux premières visites, aux premières inspections, perquisitions, rien ne sera décelé. Il a fait ça avec beaucoup d'habileté, ce qui rendra d'ailleurs encore plus crédible la circonstance aggravante de préméditation. Que disent les psychiatres à son sujet ? Parce que là, on a affaire à une perversité extrêmement rare. Être le mateur de sa propre femme, qu'on peut voir à poil quand on veut le soir au moment de se coucher, etc. Pourquoi est-ce qu'il la regarde Qu'est-ce qu'ils disent les psychiatres là-haut ? Pourquoi est-ce qu'il la regarde du grenier ? Il n'a pas spécialement besoin de la voir à poil, il a besoin de vérifier absolument tout ce qu'elle fait. Il lui prête une sexualité folle, il lui prête des aventures, il lui invente des masturbations dans la douche, enfin, il lui prête véritablement toutes les vies possibles, et il a besoin de contrôler, de s'assurer que c'est vrai ou que c'est faux, mais en tous les cas, il veut tout maîtriser et tout savoir. Et effectivement, cette course le pousse à ses excès, qui vont jusqu'à tuer cette femme d'une simplicité extraordinaire, mais extraordinaire aussi pour le reste des qualités. Mais les psychiatres, donc, ils disent quoi ? Vous vous souvenez de ça ? Oui, bien sûr. Ce dossier est tout frais encore dans nos mémoires. Et je suis toujours en contact avec ce qu'il reste de cette famille. Oui, les psychiatres nous parlent il n'a pas de maladie mentale. Il est juste égocentrique. Il est juste effectivement tourné et obsédé par lui-même. Il n'y a que sa propre vie et il n'y a que lui qui l'intéresse. Il y a un côté psychopathe parce que il n'a strictement aucune empathie. J'ai utilisé l'expression, mais elle m'est venue toute seule, mais je la trouve pas mal. Un cœur sec. Oui, moi j'aurais dit pas de cœur. Du tout. Mais oui, parce qu'il sait qu'il y a effectivement cette petite fille au milieu de tout ça et que forcément elle doit être paramétrée à un moment ou un autre dans ses choix et dans ses décisions, et que même sait que quand on a une petite fille aussi extraordinaire que cela, eh bien on arrive à se freiner, sauf à être malade mental, et il ne l'est pas. Merci infiniment, maître Emmanuel Rigler, avocat de la partie civile dans ce dossier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.